Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Mad Poto. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire le modèle de l'évolution du coronavirus 2019, c'est-à-dire le Covid-2019. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué le fait que le coronavirus a une souche qui est initialement présente chez la chauve-souris. Cette souche a évolué pour passer à un pangolin et ensuite à l'homme. Donc, dans cette modélisation, on va essayer de représenter les étapes de la progression et ensuite la transmission qui s'est faite entre homme et homme de nos jours. Alors, premièrement, on a dit, on passe de la chauve-souris. On passe de la chauve-souris au pangolin. La chauve-souris, pardon. Au pangolin. Et ensuite à l'homme. Ainsi, voilà les étapes qu'on va avoir. Alors, de gens précisent, la chauve-souris est un porteur sain de la souche du coronavirus. Ça veut dire que la chauve-souris ne fait pas de maladie avec le coronavirus qu'on a présentement. Ainsi, c'est un réservoir d'ailleurs comme j'avais présenté dans la vidéo. On peut considérer qu'on a les chauves-souris, date en anglais, qui sont susceptibles, pardon, je mets des chauves-souris qui sont susceptibles parce que on peut également considérer ça, ce sont des hypothèses. On suppose qu'on peut avoir des chauves-souris susceptibles et des chauves-souris porteurs asymptomatiques. Ça veut dire ils ont le virus mais ils ne sont pas malades. Mais ça, c'est une hypothèse. Dans un autre cas, on peut supposer qu'on a juste des chauves-souris et on s'arrête là parce que, après tout, le fait qu'elles soient malades ou pas n'importe pas. Mais ici, dans le cas que je suis en train de faire, je vais considérer que les chauves-souris porteurs asymptomatiques. Donc, je vais prendre également deux représentants de la population de chauves-souris. J'appelle chauves-souris porteurs asymptomatiques. Donc, si je prends le nombre de chauves-souris, c'est égal aux chauves-souris qui sont susceptibles, plus les chauves-souris qui sont porteurs asymptomatiques. Maintenant, les chauves-souris qui sont susceptibles peuvent être infectées par les chauves-souris qui sont porteurs asymptomatiques. Donc, on a une progression que je peux appeler là, en bêta A, que j'appelle le taux de transmission, non chauve-souris malade en autre chauve-souris. Bêta A multiplié par les chauves-souris malades, c'est-à-dire porteurs asymptomatiques, divisé par le nombre total des chauves-souris. Ça, c'est l'étape de transmission pour les chauves-souris. Si on passe dans l'étape de transmission des pangolins, je suppose également qu'on a des pangolins. Parce que vous allez bien comprendre que dans ce virus où on parle du fait qu'il y a une menace pour la population des pangolins, parmi les 1000 souches qu'on a étudiées sur les pangolins, que ce soit le coronavirus qui est présent chez l'homme, les pangolins ne font pas de maladie. Ça veut dire qu'elles sont également des porteurs sains. C'est l'autre intermédiaire de la transmission, mais donc, je suppose qu'on a les pangolins susceptibles et des pangolins asymptomatiques. Donc, on a des pangolins susceptibles qui peuvent devenir pangolins asymptomatiques. Mais comment est-ce que ces pangolins deviennent asymptomatiques? Ça veut dire comment est-ce qu'elles entrent en contact avec les virus? Les pangolins, normalement, sortent la nuit comme les chauves-souris. Ce sont des mammifères et les chauves-souris également. Mais je ne saurais expliquer de façon directe la transmission qu'il y a ou le lien qu'il y a entre les deux pour qu'ils puissent se transmettre la maladie ou pour que les chauves-souris puissent transmettre la maladie. Donc, je suppose ici que les chauves-souris impactent la transmission de la progression des pangolins susceptibles pour qu'ils deviennent malades. Donc, les chauves-souris impactent ici les pangolins susceptibles, ils deviennent malades. Donc, je vais mettre en bêta d'infection des pangolins avec une fonction qui dépend des chauves-souris malades et des pangolins malades. Donc, cette progression et ces fonctions, je pourrais expliquer dans une vidéo suivante. Mais là, vraiment, je veux essayer de représenter toutes les étapes de la transmission. Alors, par la suite, le pangolin a transmis le coronavirus à l'homme. Mais comment? Est-ce que c'est de façon directe? Est-ce que c'est pas les aliments? On va supposer également que l'environnement dans lequel, un peu comme le marché de Wuhan qui était infecté, ça veut dire, là, ça peut être la viande de pangolin qu'on mange et ça peut être aussi que les pangolins ont versé des déchets dans la nature qui contiennent le virus. Donc, il y a un environnement que je vais noter là. Donc, il y a l'environnement. L'environnement.
j'appelle environnement ici. Les pangolins infectés impactent l'environnement. Donc, j'ai l'impact sur l'environnement. Et on peut dans ce cas considérer que c'est cet environnement infecté qui infecte les hommes et que les hommes également, eux, transmettent les autres. Alors, comment progresse la population des hommes? Je vais considérer qu'on a une population N, H, des hommes. Maintenant, dans cette population, on a des personnes qui sont susceptibles de contacter le coronavirus. Mais aussi, il y a des personnes latentes. On a précisé que lorsqu'on entre en contact avec le coronavirus, d'après l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'on entre en contact avec le coronavirus, on a 2 à 10 jours pour développer la maladie. Alors, durant ces 2 à 10 jours-là, si on peut dire la moyenne de 5 jours, durant ces jours, on est ce qu'on appelle latent. On est dans la période de latence. On porte le virus, on ne fait pas la maladie et on ne peut pas non plus transmettre. Donc, il y a les personnes, les humains qu'on peut appeler humains susceptibles. Il y a les humains latents, ceux-là qui portent le virus ne font pas la maladie, ne peuvent pas transmettre. Je vais les appeler les humains latents. Et il y a les humains infectieux, ça veut dire ceux qui font la maladie. Les humains, ceux qui font la maladie. Donc, on a ceux qui font la maladie. C'est-à-dire le nombre de cas qu'on a déjà identifiés, qu'on retrouve à 67 187 personnes de nos jours. Ça, c'est les infectés. Donc, c'est ceux qu'on a confirmés. Mais parmi ces infectés, il y a les personnes infectées qu'on n'a pas recensées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été identifiés. Je vais les appeler les infectés qui sont perdus de vue. Perdus de vue, quoi. J'appelle V. Ça, c'est les infectés perdus de vue. Ça, c'est les infectés que l'Organisation mondiale de la santé ou le cas de recensement, on n'a pas encore précisé. Maintenant, après tout ce cas, il y a les gens qui vont guérir. J'appelle retiré. On peut dire guéri, mais on peut également préciser que ça peut être des personnes qui sont en quarantaine. Parce que imaginez quand une personne a le coronavirus et qu'on met la personne en quarantaine, on va évoluer, les médecins vont s'assurer que la personne guérit avant de sortir. Donc, guéri également peut être mise en quarantaine. On a cité dans la vidéo précédente plus de 8450 personnes qui sont déjà guéries. Donc, on peut également guérir de la maladie. Guéri veut dire qu'on a traité les symptômes de la maladie, car on sait que c'est un virus qui se comporte comme la grippe. Ça veut dire que pour traiter, il suffit de traiter les symptômes. Mais également, le virus restera dans le corps. Ça veut dire que ça peut revenir de temps en temps. Alors, donc, on a cette évolution. Lorsque une personne malade, que ce soit malade ou une personne qu'on n'a pas encore confirmée, entre en contact avec un humain qui est susceptible, l'humain susceptible est déjà latent. Mais aussi, il faut préciser qu'il y a l'environnement qui impacte. Parce que imaginez, lorsqu'on tousse, ça reste dans l'air, c'est pas dans une personne. Si une personne crache par exemple sur un endroit et que c'est infecté, le temps que le virus disparaisse, ça peut être dépendant de la température. Si ces conditions, par exemple, si les conditions réunies sont là pour conserver le virus, tu peux arriver par la suite et tu contactes le virus. C'est la raison pour laquelle on aura l'environnement qui impacte également sur la transmission. Donc ici, je vais mettre en bêta H. Ça veut dire le taux de transmission ou le taux d'infection des hommes par ce virus-là. Et je mets là une fonction qui dépend de l'environnement, parce que l'environnement impacte, qui dépend des hommes infectés et aussi qui dépend des hommes infectés qu'on n'a pas encore recensés. Infectés non recensés. Alors, on a cette progression. Maintenant, on peut juste mettre une progression normale où, après 10 jours, les latents deviennent des infectés qu'on n'a pas encore recensés. Je vais appeler là un pi, enfin gamma. Et on peut devenir un infecté qu'on a déjà recensé parmi tous ce cas-là. Donc, on a un moins pi gamma. Ça, c'est le taux de progression. Bon, le pi ne sert vraiment à rien. Pi, c'est juste une constante qu'on peut supposer ici, là, que pi peut être inférieur à 1 ou pi peut être supérieur à 1. Dans ce cas, ce n'est pas vraiment identifié. Mais ce n'est pas le pi qui est connu, c'est juste un choix. Maintenant, ces personnes, cette progression de personnes qui sont perdues de vue pour devenir retirées, c'est un peu mon hypothèse. Peut-être qu'il y a vraiment des gens qui peuvent guérir
du coronavirus sans avoir l'intervention des médecins et tout le reste. Déjà, on a les cas de personnes qui présentent des symptômes de la grippe et quelques jours après, ils n'ont plus de symptômes. Ça, c'est parler de guérir. Ça veut dire qu'ils ne présentent plus des symptômes. On a également les gens qui guérissent. Ça veut dire les infectieux qui sont à l'hôpital et tout. Les médecins s'assurent à la progression et tout. Donc, on a la guérison. Je peux mettre un alpha 1 et un alpha 2 là. Mais je vais ajouter ce que j'appelle le taux de mortalité de chacun des hommes. Parce que durant toutes ces périodes, il y a toujours la mortalité des humains. Donc, je vais mettre un UH qui représente la mortalité naturelle. Ça veut dire que ce n'est pas une mortalité qui est due à un coronavirus. Donc, on a la mortalité des humains. Mais aussi, la mortalité qui est déjà pratiquement à 1500 personnes. On peut identifier cette mortalité qui peut être là, D1. Celui-là n'est pas encore connu. Ça veut dire que si les gens qui sont perdus de vue, s'ils meurent, on va penser qu'ils sont morts d'autre chose. Ça peut être vraiment qu'ils sont morts dû au coronavirus. Et il y a la mortalité que j'appelle D2. Cette mortalité-là qui est connue, qui est représentée sur le nombre des personnes mortes qu'on a jusqu'à présent. Donc, en gros, la population totale des hommes, c'est en fait ce que j'ai appelé N égale HS plus HI plus plus HL plus HI plus HV plus R. Voilà. Voilà la population totale des hommes. Donc, si on recense un peu, on a aussi la population des pangolins que j'appelle NP qui est égale à PS plus PA. Donc, si j'essaie de recenser les choses avec mes hypothèses que j'ai faites dans ce cas, on peut constater que voici les étapes de la progression du coronavirus. Bien sûr, la transmission de homme à homme est plus importante. C'est la raison pour laquelle le virus se développe très rapidement de nos jours. Mais aussi, dans certains modèles, on peut négliger la classe des chauves-souris, bien sûr, parce que dans l'étude, si on veut essayer d'éradiquer la maladie, je doute qu'on essaye de traiter les chauves-souris. C'est un peu compliqué, on n'arrive pas déjà à les recenser. Sur le cas des pangolins, on va dire par exemple, on va interdire la vente des pangolins parce que c'est l'animal le plus braconné au monde. Mais on observe par exemple le cas d'un coronavirus précédent, on avait interdit la culture ou l'élevage des civets qui était l'autre intermédiaire. Mais dans ce cas, ce n'est pas le cas parce que les pangolins ne sont pas du tout élevés par quelqu'un. Ils vivent dans la forêt et tout et ils sont juste là. Donc, l'interdiction de la vente ou de l'élevage est un peu compliqué. Le fait que ça soit quelque chose qui, un animal dont la vente est illégale, le contrôle deviendra un peu compliqué. Mais aussi, c'est important de savoir qu'on peut également considérer juste qu'il y a une autre population en dehors des hommes qui impacte la nature. Donc, dans un modèle, on aura quelque chose de plus simple. Et ce modèle-là, on le représente en équation mathématique comme j'allais faire dans le cas du VIH. Et on étudie ce modèle pour présenter les conditions dans lesquelles il faut éradiquer la maladie. Mais il faut toujours que je précise. Il y a plein de paramètres ici qui ne sont pas connus. Je prends un exemple. La transmission, le taux de guérison, le taux de progression d'une personne qui est déjà latente pour devenir infectieux. On peut aussi dire par exemple qu'il y a un recrutement qui représente la natalité ou les autres personnes qui arrivent dans les villes qui sont infectées. Ça, ce sont des taux qui ne sont pas connus. C'est ce qui rend la résolution du problème compliqué. Pas de façon mathématique, parce que de façon mathématique, on trouvera forcément la solution ou la condition dans laquelle il faut éradiquer. Mais où est-ce qu'on trouvera ces paramètres pour faire des simulations? C'est ça le véritable problème. Raison pour laquelle, dans certains cas, au lieu d'étudier de façon mathématique et montrer les conditions de la stabilité, de l'équilibre sans le coronavirus, on essaye plutôt d'estimer les paramètres pour essayer de comprendre ou de voir l'évolution de cette maladie au cours des jours qui vont arriver. Mais aussi, l'Institut Louis Pasteur est en train de chercher des solutions pour présenter un vaccin qu'on peut également utiliser, mais c'est quelque chose qui va être d'ici 18 mois, donc ça prendra beaucoup de temps. Donc, dans la vidéo suivante, je vais
je vais utiliser ce modèle pour faire des équations et je vais vous montrer comment on étudie exactement ce type de modèle qui est un peu un cas où on a plusieurs types de populations. Mais si vous avez des questions, si vous avez des soucis de compréhension sur ce que je viens d'expliquer, parce que je sais que normalement, c'est un modèle déjà un peu plus avancé par rapport à ce que j'ai fait depuis le début. Donc, si vous avez des soucis de compréhension sur ce que j'ai présenté là, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Je suis à votre disposition, je vais répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.